On est solidaires, on est un groupe, on travaille ensemble, mais surtout, on réussit ensemble. Moi, j'étais génie électrique. J'étais recruté au département génie électrique. Pourtant, personne ne se posait la question comment je suis venu au département informatique. L'information, c'est le pouvoir. Vous avez été un pionnier d'Internet. Quel a été le déclic pour que vous vous dites, nous devons faire ça? L'Internet sera là l'année prochaine au Sénégal. Comment... Et la première liaison spécialisée, Oui. c'était au département informatique de l'ESP. Comment est-ce que l'ESP pourrait former d'autres profils comme ça? Qu'est-ce qui manque? Tout le monde reste dans sa zone de confort. Nous n'avions pas de zone de confort en fait. À un moment donné, la présidence de la République a envoyé quelqu'un dans notre bureau en disant vous êtes viré. Comment vous avez rebondi de ça? En wolof. Ne ko su fekkee ne yaa ma gën a nekk sénégalais. Hein? Oui. Dig ma ko woon tey fii ak léegi. Je suis rentré au CI à Mbacké. Moi j'ai fait une thèse par exemple sur le génie biomédical, sur les ondes ultrasonores, la cardiologie. Vous savez que moi j'ai encore des liens très forts avec ma promotion de 1979 et qu'on a fêté nos 40 ans de DUT en revenant tous ensemble au département génie électrique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Alumni du mois. Alors, Alumni du mois, c'est le podcast du réseau des étudiants de l'ESP où chaque mois, nous allons à la rencontre d'un ou d'une ancienne de l'école qui va nous partager son récit, ses réussites, son parcours, mais aussi des leçons de vie qu'il ou elle souhaite nous partager. Alors, pour ce tout premier numéro, je serai votre hôte. Je m'appelle Dr Mamadou Larsane Cissé, promo 2015 du département génie informatique. Alors, après 5 ans à l'ESP, j'ai aussi poursuivi un doctorat de l'UCAD et de l'Université de Toulouse Jean Jaurès en double diplôme, spécialisé dans tout ce qui est architecture, modélisation de processus. Et en ce moment, je suis basé à Londres où je travaille en tant qu'ingénieur avec pas mal de responsabilités d'enseignement et d'encadrement. Pour ce tout premier numéro, nous recevons un monument de l'ESP, une figure emblématique et aussi un bâtisseur du numérique au Sénégal. Et il s'agit du professeur Alex Corentin. Alors installez-vous, ouvrez grand les oreilles parce que ce que vous allez entendre est plus qu'un récit, c'est une transmission. Alors professeur, directeur, pionnier, bâtisseur du numérique, je peux vous définir par autant de titres, mais comment est-ce que vous vous définirez? Bonjour Mamadou. Tout d'abord, merci pour cette invitation et merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à partager mon parcours de vie avec les alumni. Et quand tu dis un peu alumni du mois, j'ai l'impression que c'est l'alumni du siècle, quoi, puisque mon parcours à l'ESP est assez long. Et si je peux me définir, bon, peut-être je me définirais peut-être par un mot. J'ai toujours été curieux. Curieux et peut-être toujours assoiffé d'aller un peu plus loin, d'avancer un peu plus. C'est-à-dire que bon, c'est peut-être ça qui peut me caractériser dès le début de ma carrière. C'était dès que je découvrais quelque chose, j'avais envie d'aller plus loin et de comprendre. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui me caractérise le plus, c'est d'essayer d'aider les gens à apprendre à apprendre. C'est-à-dire ne jamais se satisfaire des connaissances que l'on a acquises, mais plutôt être toujours à la recherche d'un plus, etc. Voilà, c'est ce qui peut peut-être me caractériser. Bien sûr, il est difficile de s'auto-caractériser. Je crois que les autres seront plus à même de dire comment me... Nous avons pas mal de souvenirs de vous, en tout cas, en tant que notre prof. Et aider les autres à apprendre, c'est carrément une des choses qui vous définissez avec nous. Vous avez aussi parlé de découverte, que vous aimez découvrir. Comment s'est passé en fait, au tout début, votre découverte de l'ESP? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'ESP à l'époque? Alors, ça aussi c'est très spécifique et très anecdotique. Quand j'ai eu mon baccalauréat, qui était un baccalauréat scientifique, le bac C à l'époque, donc on était dans la phase d'orientation qui était faite par l'université. On choisissait les gens et on les mettait dans des facultés en fonction de leur parcours et des notes qu'ils avaient obtenues. Et dans un premier temps, on m'a donc conduit à aller en sciences naturelles, à la faculté de sciences et techniques. Donc, grosse différence entre... Une très grosse différence entre, du moins, moi, ce qui m'intéressait. Mais quand même, j'ai fait mon petit parcours. Mais j'avais en tête la technologie. Pourquoi? Parce que mon grand frère,
l'aîné, lui, il avait fait l'ancêtre de l'ESP, qu'on appelait le collège technique, Ok. qui était à l'époque dans l'enceinte de l'ESP même. Mais ça ne D'accord. s'appelait pas l'ESP. Plus ancien que l'UT. Puis avant l'UIT. Ok, ok. Avant l'UIT, et il était passé par ce parcours. Et j'avais vu comment il évoluait en termes professionnels, et donc ça m'a donné envie. Donc, au bout de 2 ans, Oui. puisque avant, il y avait 2 ans de ce qu'on appelle, il fallait faire 2 ans avant d'être réorienté. Oui. J'ai fait les tests de l'école de l'INSUT à l'époque. D'accord. C'était D'accord. l'UIT, mais on était déjà dans l'école nationale supérieure universitaire de technologie. Ok. Ok. Et j'ai fait les tests de l'INSUT, où j'ai été recruté en génie électrique. Génie électrique. Voilà. Donc c'est comme ça, et c'est ça qui m'a déjà, vous voyez un peu le parcours un peu Oui. chaotique. Donc je suis rentré en génie électrique Oui. et j'ai fait mon DUT. J'ai eu la chance d'être parmi les gens qui étaient donc un peu au-dessus du lot, ce qui m'a conduit à avoir une bourse de l'État sénégalais D'accord. pour continuer mes études, pour essayer d'avoir une maîtrise qu'on appelait EEA, électronique, électricité automatique. Oui, je crois que ça existe toujours à l'ESP. Ça en ce existe, moment. c'est Oui, la oui, maîtrise oui. EEA. D'accord. Donc, D'accord. c'était donc un peu pour être plus large, puisque au département génie électrique, il y avait une filière électromécanique et une filière électronique. Ok. Ok. Donc, voilà. Donc, après avoir fait cette année en France, donc, je suis revenu avec ma maîtrise. D'accord. Et c'est là que un peu c'est anecdotique. Je suis revenu pour dire bonjour à mon chef de département, qui était encore là, Oui. pour lui dire que bon, j'avais fini, mais je suis revenu. Et quand j'ai rencontré le chef de département, la première chose qu'il m'a dit, c'est que on sénégalise les postes, je t'offre un poste. Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur votre début de carrière. Mais durant votre période à l'ESP, est-ce qu'il y avait un projet, une spécialisation qui vous a marqué? Oui, en fait, moi, ce qui m'avait marqué le plus, c'était un peu toujours c'était l'électronique. Parce qu'à l'époque, D'accord. l'électronique, c'était pas l'électronique que vous connaissez aujourd'hui. L'électronique, c'était nous, on travaillait à élaborer des systèmes. C'est-à-dire qu'on construisait à partir de transistors, de résistance, de diodes. En fait, on construisait des systèmes d'automatisation. On construisait des systèmes d'ascenseur dans les années 75, quand même, 79. Oui, c'est très différent. Dans les années de ce qu'on fait 80. aujourd'hui. Mais on construisait des systèmes, par exemple, pour les feux de circulation, Ok. mais en utilisant, l'électromécanique pour la partie électromécanique, et nous, en électronique, nous utilisons les composants électroniques pour faire la même chose. D'accord. Donc, en D'accord. fait, on était toujours en fait, dans un système de découverte et de test, et c'est ça, en fait, qui nous a peut-être nous amené à beaucoup plus nous intéresser à la technologie. Mais on était vraiment, non pas des étudiants qui appliquaient, on était des étudiants qui découvraient. D'accord, d'accord. Cette différence, vous parlez de cette différence entre découverte et appliquée. Et on sait que aussi l'ESP est pluridisciplinaire. Nous apprenons des choses, mais on sait aussi que le monde professionnel peut être très, très différent et challengeant aussi. Est-ce qu'il y avait des compétences que vous avez acquises à l'ESP, non techniques, mais vous vous êtes rendu compte à un moment hors de l'ESP que ça vous a été utile, ça a été inattendu en fait? Alors, peut-être celle que je pense qui est la plus caractéristique, qui jusqu'à présent d'ailleurs aujourd'hui nous suit, c'est de travailler en groupe. Travailler en groupe. Parce que nous étions, les promotions à l'époque n'étaient pas du tout les promotions d'aujourd'hui. Nous étions 10. Ah oui. 10 en DUT électronique. Ah oui. Et la solidarité. Parce que nous avions un challenge quand on nous a recrutés, on était 10, on s'était fait une promesse, c'est que tout le monde aura son diplôme. Alors, attendez, parce que l'ESP c'était simple, à l'époque c'était plus dur. À l'INSUT, si vous n'avez pas 10 de moyenne, vous êtes chassé. Vous étiez dehors. Il fallait que toute la classe ait 10 de moyenne Pour que vous dans passiez. 4 groupes de matières. D'accord. Parce que ce n'était pas du tout avoir des moyennes générales, non. Oui, oui. Il y avait des groupes de matières, et chaque groupe de matières, il fallait avoir les moyennes. Si vous n'avez pas la moyenne, vous êtes exclu. Ça crée une solidarité entre vous. Il n'y avait que 2 ans, il n'y avait pas de redoublement. Le redoublement était exceptionnel pour cause de maladie. D'accord. Mais on devait passer. Et donc nous, on s'était dit, dans cette classe,
On est solidaire, on est un groupe, on travaille ensemble, mais surtout, on réussit ensemble. Et ça, c'était la chose qu'on a appris, quelles que soient nos cultures, parce qu'en fait, nous étions de cultures extrêmement diverses. Oui, oui. Parce que y a des gens venaient de tout le Sénégal, avaient réussi le concours. Il y avait des différentes personnalités, des gens qui avaient fait le bac, par exemple, à l'école militaire, au Prytanée militaire, d'autres qui avaient fait le lycée de Rufisque, d'autres qui avaient fait Blaise, moi qui avais fait Thiès, et d'autres qui avaient fait Kaolack. Donc en fait, on était vraiment de cultures différentes et il a fallu qu'on soit un groupe. C'est vrai. Et c'est ça, moi, je pense que j'ai appris. J'ai appris donc à être collectif, à aller collectif, tout en préservant bien sûr son individualité, et surtout à être solidaire. Et je crois que c'est ce que j'ai appris le plus dans puis un des facteurs qui a contribué à ça, c'est que nous étions tous à l'internat. Ça crée une cohésion, ça crée une famille, une sorte de famille. En fait. Exactement. Et c'est une expérience que j'ai eue parce que vous parlez de tous être groupés. Je me souviens, on allait des nuits en classe où on révisait tous ensemble. Ce qui fait que l'ESP, pour moi, ce n'est pas juste une école où on apprend des compétences, c'est une maison. Parce que j'y ai vécu. Tout à fait. J'y ai vécu. Et quel souvenir maintenant de cette famille? Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel souvenir gardez-vous le plus de l'ESP? Ce que je garde le plus de l'ESP, c'est le fait que je sois revenu après encore à l'ESP en tant que professionnel, en tant qu'enseignant. Ça rend un peu plus flou ce que j'avais gardé de mon parcours pendant que j'étais à l'ESP en tant qu'étudiant. Mais par contre, ce que j'ai gardé de mes des années où on était ensemble là-dedans, c'est une découverte totale de l'autre. Oui. Pourquoi je dis une découverte totale de l'autre? Parce que nous étions bien sûr une classe bien déterminée, solidaire, mais nous étions quand même avec d'autres personnes, d'autres départements, et dans le campus, il y avait toutes les spécialités. Donc on était très ouverts parce que un de mes promotionnaires de l'ESP, c'est le professeur Code Gaymar. Qu'on connaît tous. Parce que j'étais en génie électronique, elle était en génie chimique. Oui, oui. Comme vous la connaissez bien, vous voyez, c'est-à-dire que on est amis depuis cette date. Depuis cette période, on est resté en relation. Et puis, bien sûr, nos parcours professionnels on continue à être en parallèle. Mais voilà un peu ce qu'on a appris. On a appris aussi bien à nous connaître nos spécialités, mais connaître aussi les autres spécialités. Et savoir ce que chacun pouvait apporter. C'est vrai. Donc, et c'est ça qui est vraiment un élément pour moi qui est très fort. Et je crois que cette cohésion existe toujours parce que je me souviens en 2014 ou en 2013, quand on mettait en place le club robotique de l'ESP, nous avions des spécialisations de chaque département. On avait des gens d'électrique, mécanique, génie chimique même, informatique, et on participait tous à la mise en place de quelque chose en commun. Et c'est quelque chose vraiment qui caractérise l'ESP. Vous avez utilisé le mot anecdote plusieurs fois depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des anecdotes que vous pouvez nous parler de votre passage à l'ESP? Oui, mais alors c'est là que, en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel? En tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant d'abord. Et après, on ira en tant que professeur. En tant qu'étudiant, la chose qui nous a un peu forgé, et une anecdote qui est très forte, c'est quand il y avait des petits mouvements de grève. Des fois, on n'était pas content de la restauration, ou bien on n'était pas content de la tenue des chambres, ou bien et donc, le social était géré par l'établissement. Oui. Et quand il y avait un mouvement d'humeur, c'est que l'anecdote qui faisait que tout le monde allait au cours, c'est que le directeur, qui s'appelait Souleymane Seck, qui était le premier directeur africain, sénégalais, de l'ESP à l'époque, se tenait au bout du terrain de foot, quand il entendait qu'il y avait un mouvement. D'accord. Et à 7 h du matin, il était debout en train de regarder si les gens venaient à l'école. Venaient donc pour rejoindre le campus pédagogique. Et bien, l'effet qu'il y avait le plus, c'est que quand il était debout là, avec sa masse, parce que c'est quelqu'un quand même qui faisait presque 2 mètres, ben, il n'y avait plus de grève. Tous les étudiants sortaient pour aller petit déjeuner et continuaient directement en classe. Une façon pacifique de finir la grève. Pacifique, sans discussion, ni se taper, mais on comprenait que lui, il n'était pas content et que s'il se mettait en face du campus et regardait le campus et attendre les étudiants sortir, c'est que derrière, il avait une attente. Et nous, on sentait à ce moment-là que
en dehors de nos petites satisfactions personnelles, il y avait quelqu'un qui, lui, derrière, avait une ambition pour son école, une ambition pour le cursus qu'il donnait et qui était là pour pouvoir le préserver. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous a marqué parce qu'en fait, on a appris de ça aussi. Même si, après, donc, c'était dire, n'allez pas en grève, allez dialoguer. C'est vrai. Venez dire, ça ne va pas, on essaie de trouver une solution et on va avancer. Oui. Et ça, c'est vraiment ceux qui connaissent Souleymane Seck, ceux qui ont vécu sous sa tutelle, comprennent très bien quelle était cette personnalité qui était extraordinaire et qui nous a quittés malheureusement. Je vais rebondir sur cela un peu, paix à son âme déjà. Vous avez parlé d'ambition, quelqu'un qui a une ambition, non seulement pour vous en tant qu'étudiant, mais en tant que pour l'école aussi. Est-ce que cela est dû au fait que c'était le premier directeur africain sénégalais de l'ESP? Ça va plus loin que ça, parce que non seulement il était peut-être le premier directeur sénégalais, mais il a été aussi un des premiers enseignants sénégalais. Okay. C'est-à-dire qu'il a été formé bien sûr à l'école française avec l'école de Créteil, qui était à l'époque, parce que nous dépendions à l'époque, l'UIT, c'était l'UIT de Créteil, de France, qui avait une antenne au Sénégal. D'accord. Mais par contre, ce qui nous a, lui, c'était sa fierté, d'être déjà un des premiers Sénégalais qui était déjà enseignant, donc qui a créé, participé. Et je crois qu'il avait gardé toujours, en fait, à l'esprit les mots de Platon qu'il a affichés à l'entrée. En rentrant dans le campus, vous avez toujours à la direction, jusqu'à la direction. Et ça date depuis les années 75, 74 que c'est affiché là-bas. Et ça n'a pas bougé. D'accord. D'accord. Et dans lequel il manque très bien que, attention, d'accord, il y a des valeurs à préserver. Oui. Ces valeurs, c'est l'autorité, c'est la préservation du commun. Et il faisait bien la distinction entre l'anarchie et la démocratie. Oui. En disant, attention. Et je pense que c'était cette valeur-là qu'il voulait préserver. Il a été une des personnes qui a porté ça très fortement et qui faisait le tour de l'ensemble, parce que c'était un chimiste, mais il faisait quand même le tour de l'ensemble des départements au moins une fois par semaine. Ça crée une certaine cohésion, une communication en fait. Exact. Merci. Professeur, vous avez parlé de votre retour de France au Sénégal. Vous avez vu les responsables et ils ont commencé à un peu localiser les rôles, les positions. Comment s'est passé votre fin de vie étudiante, votre début de carrière? Comment est-ce que cela s'est passé? Alors, en fait, je suis tombé, j'ai carrément changé de statut sans m'en rendre compte, d'une certaine manière. Puisque j'étais venu, après ma maîtrise, en fait, juste pendant les vacances, je suis allé voir le chef de département pour dire parce qu'il m'avait appuyé un peu pour trouver ma filière d'accueil, tout ça, il m'avait appuyé, donc c'était quand même un acte de reconnaissance que de venir le voir pour lui dire que je suis bien rentré, que j'étais trop content de lui dire qu'effectivement, maintenant, j'ai une maîtrise. Ouais. Parce qu'à l'époque, à l'ESP, il y avait, soit on faisait le DIT, diplôme ingénieur de technologie, qui était un bac plus 4, parce que c'était à l'époque, c'est ça qui existait. Ou bien, si vous voulez aller plus ambitieux, il fallait aller faire une maîtrise pour pouvoir après faire un doctorat. Et c'est lui qui m'avait donné un peu cette vision de dire, c'est bien, vous avez été sélectionné pour le DIT, mais peut-être il vaut mieux vous orienter vers la maîtrise parce que vous avez une continuité. Donc d'apprentissage, je pouvais donc continuer pour faire un DEA, etc. Donc, et quand je suis revenu, c'était plutôt pour lui dire ça, mais c'est là qu'il m'a dit, bon, il y a une opportunité. Parce que dans les années 80, si vous vous rappelez, c'était la sénégalisation de la fonction publique. Les années 80. Donc, c'est là que Abdou Diouf, dans les années 80, c'est là qu'il y a eu sénégalisation et c'est là que aussi la coopération française a décidé de passer les relais aux Sénégalais. Donc, c'est de là qu'est venue disons, il y a des enseignants titulaires français qui sont obligés de rentrer parce qu'ils sont en fin de contrat. Il faut remplacer par des Sénégalais. Et moi, je suis tombé pile à cette époque. Et il m'a dit, OK, tu viens prendre un poste ici, d'assistant, stagiaire, mais l'intérêt, c'est que nous avons un DEA.
Ok. diplôme d'études approfondies dans l'ENSUD, Dans l'étude. qui te permet de continuer tes études et d'aller vers le doctorat. Parce qu'à l'époque, il fallait le DEA d'abord avant le doctorat. Il fallait le diplôme d'études approfondies Ok. avant, et nous avions un DEA qu'ils appelaient le DEA des systèmes complexes, Ok. qui existe toujours. Hein. Je- C'est le oui. DEA de recherche actuellement. Oui, j'ai vu le master en système complexe. C'est qui le existe. master recherche Oui, actuellement. oui, je connais. Alors qu'avant, c'était un DEA recherche. D'accord. Donc, D'accord. ce qu'ils me proposaient comme filière, c'était intéressant. Je Mhm. pouvais venir travailler à l'ESP, Oui. gagner ma vie, être professionnel, mais en plus continuer mon parcours Vers le doctorat. vers le doctorat en passant à travers le diplôme d'études approfondies qu'il me proposait, puisqu'il était déjà en phase. Ce DA, d'ailleurs, était toujours sous la tutelle de Créteil, l'Université D'accord. Paris 12. Donc, quand on le passait, Mhm. on avait un diplôme Oui. de l'Université Paris 12. D'accord. Pas un diplôme sénégalais, mais plutôt un diplôme français. Voilà. Le DA était un diplôme français. Vous savez que Oui, jusque dans les oui. années 60 et même après, le baccalauréat était celui de Bordeaux. C'est ça, c'est ça. Ça, j'avais appris ça, oui. Hein? C'est ça. Donc on est passé de l'académie, en fait, au fur et à mesure, les académies sénégalaises se sont construites et l'université de Dakar donc a pris son autonomie et donc on a continué après. Mais pendant plusieurs années, hein, je crois que jusque dans les années 90, le DA était encore celui de Créteil. Ok, d'accord. Alors, bien du temps s'est passé depuis ce début de carrière jusqu'à maintenant, le professeur Alex Corentin de maintenant. Quel est votre rôle actuel? Qu'est-ce que votre poste actuel, vos défis, vos missions actuelles? Quelles sont-elles? Bon, actuellement, disons que actuellement, je suis plus dans... Je n'ai pas de rôle a priori puisque j'ai plus de mission. Je suis plus donc, je suis en retraite. Donc, en fait, je me donne plus maintenant des challenges. Mais toujours engagé. Toujours engagé, mais c'est des challenges plus que des missions. D'accord. Ces challenges, c'est de me dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris, ce que je sais, je peux toujours le partager. Oui. Et je vais continuer à le partager en mettant en place des projets ou des possibilités justement de continuer à partager ce que je sais. Oui. Mon expérience, mes connaissances, mon réseau de trucs est utile. Peut-être C'est moins vrai, à c'est moi vrai. aujourd'hui parce qu'il ne me sert plus à grand chose. Mais Mais il peut être Oui. utile à d'autres personnes que je peux rencontrer, des jeunes, etc., C'est vrai. qui pourraient avoir besoin d'un coup de main ou d'un coup de patte pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai. Donc c'est ça en C'est fait vrai. que je me mets comme mission. C'était pas du tout. Bon, je travaille aujourd'hui, je suis vraiment intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat, D'accord. puisque je m'aperçois qu'effectivement il y a des difficultés pour Oui. avoir des emplois formels, mais par contre les gens peuvent créer leur Oui. propre emploi. Et donc, ce qui fait que depuis 3 ans, 5 ans maintenant, peut-être vous avez entendu, je fais beaucoup de hackathons. J'en ai entendu parler. Je passe mon temps à faire des hackathons dans les départements, dans l'intérieur du pays, D'accord. parce que pour moi, les compétences et les idées ne sont pas seulement cantonnées à Dakar, Oui. mais elles sont... Oui. À En fait, il y a un l'intérieur. potentiel extraordinaire À l'intérieur du pays. à l'intérieur du pays, dans tous les domaines. Et donc, l'idée, c'est d'aller un peu pousser ces gens-là à à valoriser leurs idées, Oui. conceptualiser ça, et peut-être mettre ça sous forme de projet. C'est ça un peu qui, aujourd'hui, D'accord. me mène... Alors, ces challenges que vous ciblez, que vous dites, OK, il y a une certaine zone à couvrir ici. Est-ce que ça reflète-t-elle des lacunes structurelles au niveau de la formation des étudiants, des ingénieurs du Sénégal? Si oui, comment est-ce que l'ESP pourrait répondre? Comment l'ESP, par exemple, indirectement, pourrait appuyer ce que vous faites? Moi, je pense que ce n'est pas des lacunes structurelles. C'est, je pense, la société qui a changé. D'accord. Nous sommes partis d'une société qui a évolué. Et ce qui est normal d'ailleurs. Oui. La société a évolué, il y a une dynamique qui a été faite. On a peut-être, mais ça c'est normal aussi, les institutions ont toujours un temps de retard par rapport à la dynamique d'une société. D'accord. C'est comme il disait par exemple, un terme qu'on dit souvent, la loi vient après. Les faits. Parce que les gens s'aperçoivent qu'il y a des faits et on crée une loi pour ça. Je pense que nous sommes aussi dans le système, parce que c'est lourd quand même quand vous êtes à l'université, quand vous êtes dans une école de formation, quand vous faites aussi un syllabus de formation, Ouais. vous le faites en fonction du contexte. C'est vrai. Mais se projeter sur ce qui va se passer dans 10 ans, c'est assez difficile. Et puis surtout, il faut répondre aux besoins actuels. Ouais. Et je pense que ce n'est pas du tout des lacunes, mais je pense que ça a été pris en compte aujourd'hui parce que vous-même, vous utilisez aujourd'hui le terme agile.
c'est ça, c'est vrai. Donc, l'agilité, c'est la capacité à s'adapter à l'environnement dans un délai très rapide. C'est vrai, c'est ça. Et donc, je pense que ça n'a pas changé, mais simplement, les défis sont différents. Avant, on travaillait, moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais toujours étudiant, et même au début enseignant, quand j'étais étudiant, il y avait des filières à l'ESP qui étaient 100% dévolues à des entreprises. Le département météo qui existait à l'époque, c'était pour la météorologie nationale. Ce sont des informations que nous n'avons pas. On formait des météorologues, mais directement, et on les mettait directement à l'Assemblée à la direction nationale. Okay. Il y avait un département transport et logistique. Tous les inspecteurs des services des mines à l'époque étaient directement embauchés à partir de cette filière. D'accord. Ce qui fait qu'il y avait des formations destinées directement à former des gens opérationnels. Pour répondre à des besoins que l'État avait. D'accord. Et pour anecdote, vous savez que le département ingénieur en informatique de l'ESP a été créé sur le besoin exprimé par la présidence de la République. J'ai un oncle issu de la première promo du département ingénieur informatique. Voilà. Et ça, moi j'ai participé à cette création avec Diane Sec, mais quand on avait, c'était un besoin exprimé par la présidence de la République. J'ai peut-être cité Feu Jean Collin, qui était secrétaire général du gouvernement, qui avait vu qu'il y avait un besoin d'informaticiens et qu'on ne pouvait pas attendre que les gens aillent se former soit à l'IAI, l'Institut africain d'informatique de Libreville, ou bien en Europe et revenir ici. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ne revenaient pas. Il a dit, mais il a donné la mission à l'ESP en disant, vous devez, l'année prochaine, dans 2 ans, me sortir la promotion des géants. C'était d'ailleurs la première fois où il y avait un bac plus 5. Puisque le DUT plus 3 ans. Donc c'était la demande. Et la première promotion, c'est des gens qui étaient dans l'administration, ministère des Finances, douane. Donc on répondait à un besoin. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y avait ce besoin. Et si je me souviens bien, à l'époque, le besoin était une certaine digitalisation de l'État, de la mairie, de certaines mairies aussi. Mais on constate que ces besoins sont toujours là. Il y a toujours ce besoin de digitalisation de notre État. Pourquoi, en fait, depuis tout ce temps, on en est toujours à avoir ces besoins? Comme je te dis, ça vient un peu du contexte et de l'évolution entre les besoins et le texte. Je crois qu'on a essayé d'être, du moins, c'est un peu le propre des universitaires. En université, on est toujours dans la tendance de dire c'est une science. Et ces sciences sont encadrées, et donc on va faire comme ça, c'est comme ça que ça doit être fait. On oublie qu'il y a un environnement autour, et que cet environnement est beaucoup plus difficile à maîtriser qu'on ne le croit. D'accord. Je vais vous donner, pour vous dire un peu comment nous, on a pu s'adapter. Moi, j'étais génie électrique. Donc ça veut dire que je suis électronicien et je dépendais et j'ai été recruté au département génie électrique. Pourtant, personne ne se posait la question comment je suis venu au département informatique. C'était une question à venir. Voilà. Mais parce qu'à l'époque, on avait une capacité d'aller directement vers le besoin. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, cet aspect-là qui est aujourd'hui, quand vous parlez d'état civil, c'est qu'on a oublié le contexte socio-culturel. Quand vous dites, par exemple, vous savez, l'état civil, je crois qu'on a les premiers programmes d'informatique qu'on avait fait avec les étudiants, les projets, il y avait déjà l'état civil. Oui, c'était l'état civil. Mais le problème, c'est l'acceptabilité et l'appropriation de ce projet par les acteurs de l'état civil. C'est vrai, c'est vrai. Quand le sous-officier d'état civil de la commune de Badajoun vient à une déclaration, on lui remet 100 francs. C'est vrai. Si on digitalise, il n'y a plus les 100 francs. Donc si vous avez ça, à ce moment-là, automatiquement, vous allez avoir un franc. Ça me rappelle une anecdote de mon premier stage DUT à la gendarmerie, où on avait informatisé tout le processus de la comptabilité matière. Il y avait une personne assez âgée là-bas, après on lui a présenté tout et il nous a dit il fait plus confiance à son cahier qui date d'avant notre naissance qu'au programme informatique. Tout à fait. Après, bon, on était trop jeunes pour savoir comment répondre, mais c'est ce genre de défi qu'il faut... Voilà, parce que culturellement, vous êtes en train de vous le déstabiliser totalement. C'est vrai. En fait, au Sénégal, on a une culture qui est propre à nous, qui est aussi conjoncturelle au Sénégal. L'information, c'est le pouvoir. Ce n'est pas une richesse à partager.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire chacun a sa capacité d'information et donc le poste où il est, ou la position qu'il occupe est liée à la capacité de détenir ces informations. C'est vrai. Si vous venez avec un informaticien et que l'informaticien dit non, la société de l'information c'est différent. L'information se partage. Oui, Mais vous oubliez qu'il y a quand même toute une chaîne de valeur de l'information que vous mettez à mal. c'est vrai. C'est vrai. Parce que, et c'est ça qui pose la difficulté généralement aujourd'hui quand on parle, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de challenges à faire aujourd'hui quand on dit digitalisation de l'administration sénégalaise. Mais il faut qu'on se pose la question de la chaîne de valeur de l'information telle qu'elle existait dans les différents trucs. Aujourd'hui, on peut parler par exemple de la chaîne de valeur qu'il y a au domaine des impôts, où les inspecteurs des impôts sont puissants. Oui, oui. Hein? Si l'on met toute la chaîne de valeur des impôts digitalement, qu'est-ce qu'on veut devenir ces personnes? Ils sont assez, Cette on va classe. dire, obsolètes. Il y aura une certaine obsolescence de Cette classe, donc il faut leur trouver un moyen de s'exprimer autrement, Oui, leur donner d'autres responsabilités. Et c'est ça qu'on oublie souvent, on oublie l'impact que peut avoir justement la digitalisation que l'on fait sur la société, en termes aussi bien de procédures, en termes de savoir-être, en termes de savoir-faire. ok. Il y a tout un processus de transformation digitale avant tout ce qui est technique. Exactement. Comment maintenant le polytechnicien, comment est-ce qu'il peut s'impliquer sur ça? Parce que nous avons des compétences techniques que nous apprenons à l'ESP, mais on n'apprend pas forcément comment remplacer cette chaîne de valeur. Comment est-ce que nous pouvons... Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'évolution de la société et de la technologie fait que de toute façon, il n'y a plus de personnes individuelles. Aujourd'hui, on a compris de plus en plus, du moins je pense qu'on a compris, avant, des individualités pouvaient s'exprimer, Oui. parce qu'elles étaient seules détentrices de d'une l'information. certaine capacité ou bien d'une information. Aujourd'hui, l'information est collective. C'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est de se dire que chaque étudiant qui se dit aujourd'hui doit dire que maintenant, attention, je dois travailler collectif. Travail collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce n'est pas mon problème de savoir quelle va être, comment on fait par exemple la gestion du changement dans le projet que je suis en train de faire. Moi, je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire développer. Oui. Je suis front-end ou back-end ou bien full stack. Je sais où récupérer mes affaires. Il y en a un qui va dire, moi, c'est l'expérience utilisateur qui m'intéresse Oui. pour continuer à faire. Il faudra avoir d'autres compétences qui va dire, mais attention, moi, je vais m'occuper de la gestion du changement. Et donc, personne ne peut individuellement prendre tout ça en truc. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, même dans un domaine précis, vous avez besoin de tous les autres domaines. C'est vrai. C'est-à-dire, il faut que vous ayez tendance à vous rapprocher d'un psychologue pour dire, dans mon équipe de développement ou dans mon équipe projet, je dois avoir un psychologue. Ce psychologue va pouvoir me dire, là où je vais là, quelle est la mentalité qu'il y a. Et je dois m'adapter aussi à cette mentalité. Oui. Oui. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Moi, je pense qu'on apprend aujourd'hui, c'est que, et je crois qu'on le voit de plus en plus, ça se retranscrit dans les réseaux sociaux. Hein. Les gens ne peuvent plus travailler tout seuls, ils sont toujours en réseau. Oui. Ils ont toujours tendance à aller vers les réseaux sociaux parce qu'ils ont besoin, ils ont soif de partager. C'est vrai. Ou bien ils ont soif de voir ce que les autres pensent. Et je crois que ce modèle-là doit être retranscrit au niveau des jeunes, des sociétés, des entrepreneurs. L'ESP aussi pourrait contribuer. Et l'ESP devrait contribuer en mettant en place de plus en plus, pour moi, par exemple, dans les projets entrepreneurs, aujourd'hui la Forge, qui a été mise en place par Feu Ndiaganiaï. Hein. J'ai une pensée pour lui parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué pour ça. Notre collègue Ndiaganiaï qui a créé cet esprit d'entrepreneuriat avec cette Forge. Mais cette Forge, il faut pousser les gens à ne pas travailler tout seul. Et obliger même un informaticien à travailler avec un mécanicien, à travailler avec un génie civil, travailler avec truc, et que dans toute équipe, il y ait les 6 départements. C'est vrai. Ce serait très bénéfique. Et obliger les gens à dire, écoutez, vous êtes ensemble, vous avez tous la même ambition, c'est de réussir dans votre profil, dans votre domaine de spécialité, Oui. mais qu'est-ce que vous pouvez vous apporter les uns aux autres? C'est des feedbacks à rapporter à la Forge, ça. Et je crois que c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, demain, on va pouvoir, justement, vous allez pouvoir prendre en charge toutes les préoccupations de votre environnement. C'est vrai. Parce que l'informaticien ne peut pas forcément s'occuper de tout ce qui est gestion du changement. Ça serait, par exemple, être en retard sur ce qu'il doit faire. Donc, vous savez, il y a de vieux adages. Hein? OK. On a dit que chacun reste dans ce métier, les vaches seront bien gardées.
D'accord. C'est vrai. Et le cordonnier est le plus mal chaussé. Si vous regardez tout ça, vous vous dites, mais l'informaticien, c'est celui qui ne connaît rien à l'informatique. Du moins, parce qu'il ne connaît rien à la société. Lui, il sait qu'il y a des techniques. C'est vrai. Donc, cordonnier mal chaussé. Le cordonnier est plus mal chaussé, ça vous le savez, vous avez déjà entendu ça. Hein? Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Ça veut dire que chacun s'occupe de son aspect. Il y a d'autres qui sont... Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est vrai. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont multicompétents. On voit ça dans les réseaux sociaux, et vous avez des gens qui parlent de tout et de rien. C'est vrai. Sans savoir, en fait, derrière. C'est ça qu'il faut que nous évitions, nous. On a tendance justement à croire que toute l'information qu'on a est une information pertinente, valorisée, etc. Et l'aspect de discernement que les jeunes doivent avoir par rapport à l'information qui est aujourd'hui justement, à la limite, peut les noyer. Parce qu'on est, on est sous des flux d'informations extraordinaires. Oui. Mais quelle est la capacité de discernement que l'on donne aux gens? C'est des questions à se poser. C'est des questions qu'il faut se poser. Peut-être que là, on a un rôle à jouer. En tant qu'alumni, je pense que le réseau a un rôle à jouer. Peut-être à proposer peut-être des contre-pouvoirs, je ne sais pas. Bon. D'accord. On reviendra actuellement sur le rôle du réseau et comment, professeur, vous pourrez aussi nous appuyer. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du professeur Tidiane Seck aussi. Comment vous avez mis en place le département informatique. Il y a un livre que j'ai lu quand j'étais étudiant, au tout début, un livre que je lis toujours à ce jour. Il s'agit de l'histoire de l'Internet au Sénégal, où on voit M. Tidiane Seck, Christophe Brun, Olivier Sagna, écrit par Olivier Sagna. Comment vous avez été un pionnier d'Internet, comment est-ce que c'est passé ces débuts-là en fait? Quel a été le déclic pour que vous vous dites, nous devons faire ça? Alors, je suis obligé de revenir en arrière sur juste avant, justement, l'émergence de l'Internet dans les années 90. Oui. Donc, nous sommes été recrutés en 81. Comment ça s'est fait qu'on se retrouve tout à coup dans ce livre et en charge de cette... Oui. Il faut savoir que moi, je suis électronicien, donc, et que j'avais en charge, au niveau du département génie électrique, le premier laboratoire de micro-ordinateurs. C'est-à-dire qu'on montait des micro-ordinateurs et qu'on apprenait aux gens à faire du basique. Donc, puisque je vous avais dit qu'on faisait les microcontrôleurs, on montait des ordinateurs à partir de cartes mères. C'est vrai. Et donc, le premier laboratoire qui a été offert à l'ESP a été offert au département génie électrique et non pas au département informatique. Le département informatique, à l'époque, il avait un mainframe, un IBM, et c'était programmé avec des cartes perforées. Je me souviens, la première fois que j'ai vu une carte perforée. Donc, c'était déjà dans les années 80, l'informatique, c'était l'informatique du ministère des Finances, c'est-à-dire avec un ordinateur IBM, des cartes perforées, ou un ordinateur Bull à l'époque, qui est une compagnie française qui a disparu, avec des cartes perforées. Et les gens apprenaient l'informatique sur ça. Au niveau génétique, nous, on s'occupait des computers, donc des calculateurs. Donc, je suis génie électrique. Tidiane Seck, lui, c'est un frigoriste. Il était en génie mécanique, spécialiste en génie climatique, en froid et climatisation. Mais vous vous retrouvez tous à la fin. Ok. Bon, on était jeunes, donc on en voulait. Et dans les années 80, il fallait aussi, comment on appelle, sénégaliser le département informatique. Il fallait sénégaliser le département informatique. Le directeur à l'époque a regardé, il a dit, qui j'ai, je vais prendre quelqu'un que je sens plus utile au département informatique que là où il est actuellement. Donc il fallait redistribuer les cartes. Donc c'est là que Tidiane Seck a été nommé chef du département informatique pour conduire le projet que l'État du Sénégal nous avait soumis, qui était de créer la filière ingénieur en informatique. Il n'avait aucune connaissance au préalable en informatique. Il s'est mis dedans. Et en ce moment, l'Internet aussi émergeait globalement. Donc, l'Internet émergeait globalement, pas tout à fait. Parce que l'Internet, donc, dans les trucs, après, on nous a demandé de venir. Moi, on m'a après demandé dans les années 90, Tidiane, ayant monté le département informatique déjà, devait
pour s'asseoir de manière formelle en tant qu'informaticien. On l'a envoyé parce qu'à l'époque, tous les enseignants que nous étions, nous avions droit à un stage de formation pour préparer une thèse en France, à l'étranger. D'accord. Et Tidiane, à un moment donné, a dû partir en France pour lui faire une spécialisation en base de données, pour lui permettre de mieux s'asseoir au niveau du département. À ce moment-là, c'est là que le directeur m'a dit, comme moi j'avais le laboratoire, OK, vous prenez la place de Tidiane. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvé au département informatique. Du département génie électrique où vous faisiez des ordinateurs au département informatique. C'était un changement. C'était pas un changement, c'est une continuité. Parce qu'avant, c'est dans mon laboratoire que l'on faisait par exemple les programmes de COBOL. Tout ce qui est langage micro-informatique, avec disquette, avec système d'exploitation, ça se faisait au laboratoire. Puisqu'il n'y avait pas de système d'exploitation dans les gros ordinateurs qu'ils avaient. C'est juste des écrans noirs. Ils avaient des terminaux et on attaquait un L. Tandis que nous, on avait la possibilité, avec une disquette, de changer. On pouvait mettre aujourd'hui le basique, puisqu'en fait, il n'y avait pas tellement de disques durs. On mettait une disquette basique, on avait le langage basique. On changeait, on mettait une disquette COBOL, on avait le langage COBOL. Le COBOL, c'était plus pour la gestion. Donc, vous voyez un peu ces choses. Donc, en fait, c'était une continuité, sauf qu'il fallait gérer. Donc, on nous a mis en tant que gestionnaire. En étant gestionnaire, moi je suis plus technique, et bien entendu, à ce moment-là, l'Internet commençait à sortir. Mais nous, on était donc dans des activités de recherche, et on travaillait de manière très étroite avec l'ORSTOM, l'Office de recherche des sciences et techniques d'outre-mer, qui est devenu aujourd'hui l'IRD. Donc il existe toujours. Et il y avait un chercheur qui s'appelait Pascal Renaud, qui était ici à Dakar, et qui dit, nous en France, l'IRD a commencé à utiliser Internet. C'est pas Internet, la messagerie électronique, pour échanger entre ces équipes de recherche en France. Or, il y avait un des plus grands pôles d'équipes de recherche, était à Bel Air. Ici au Sénégal, à Bel Air. À l'IRD, à l'ORSTOM de Bel Air. C'est aujourd'hui, ça existe toujours l'IRD. Et donc, technologiquement, il fallait utiliser des ordinateurs. Nous étions, nous, au niveau du département informatique, pratiquement les seuls compétents en la matière. D'ailleurs, ce sont encore des étudiants qui viennent de l'ESP qui sont encore là-bas. Donc, et c'est là qu'en fait, nous ont dit, écoutez, on veut faire la même chose, mais on a besoin de vos compétences techniques. Et c'est là que dans les années 90, on a échangé les premiers mails en utilisant des modems, des lignes connectées à un serveur qui se trouve en France pour récupérer des mails, faire de l'UICP et puis partager les mails avec ceux qui étaient les destinataires. Des moments d'émotion. Oui, c'était de vrais challenges, hein, parce qu'il fallait vraiment tout coder, il fallait tout. Non, mais on était jeunes, et puis on voulait apprendre. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, avec l'IRD a dit, mais moi j'ai une équipe de chercheurs à l'UQAD, il faut qu'ils aient aussi leur adresse. C'est vrai. Et c'est là qu'ils ont dit, mais le Sénégal, avant, on avait tous des adresses en .fr, parce que l'Internet a commencé par en France avant nous. Et dans les années 90, on a dit, non, moi je travaille avec vous, mais je ne veux pas l'adresse ird.fr. Ce serait bien que j'ai mon .sn. UQAD.sn, parce que je suis à l'université Cheikh Anta Diop. Donc ils ont dit, ok, on va travailler dessus. Et c'est comme ça que le département informatique a été le premier délégataire du .sn au Sénégal. Et en charge de développer le .sn au Sénégal. D'accord. Et vous étiez responsable de ce projet? L'ordinateur se trouvait dans le bureau du chef département. Naturellement. Avec un modem. Et le nom, Tidiane et moi-même, comme gestionnaire du .sn. Parce que pour être gestionnaire du .sn, il fallait être du pays. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Bien sûr, on a à ce moment-là pensé à développer l'Internet. Quand on a vu ça, on a commencé à partager des mails, on a commencé à être formé. On s'est aperçu de l'intérêt que ça pouvait avoir pour nous en tant que chercheurs. Et on s'est dit, mais il faut que cette technologie-là vienne au Sénégal. Tout à fait. Donc, on a développé, donc avec l'IRD, il y a eu le premier télécentre, où les enseignants venaient prendre leurs mails, se trouvaient au département informatique. Là, au département informatique, il y a une salle, il y avait une salle serveur,
Et il y avait une salle d'ordinateur et toute l'université pouvait avoir un compte mail. Mais venez à l'ESP pour le consulter. C'était un des premiers cybercafés. Ah oui, c'était des zones qu'on aurait dû garder quand même. Ouais. Des zones de souvenirs. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis est arrivé dans les années fin 90, un projet qui était projet américain qui disait nous allons offrir l'Internet aux pays africains. C'est-à-dire qu'on va leur donner une liaison Internet via satellite. D'accord. Donc, ça a commencé, les États-Unis, l'USAID, les États-Unis, en fait, ont commencé un peu. Mais en fait, c'était une société américaine qui avait reçu l'appui de son gouvernement pour ouvrir des marchés. D'accord. Ouais. On se comprend bien. Oui. Hein? Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On s'est dit, on a eu un collectif, on a dit non. Est-ce qu'on va attendre que les Américains nous donnent? C'est là que l'ossature de ISOC, Internet, donc chapitre Internet, a été, parce qu'en 92, on s'est tous retrouvés à Montréal. On a rencontré tout le monde d'ISOC. D'accord. C'était ce qu'on appelle des conférences Internet Technologie. En 92, on est tous partis, pas mal d'entre nous. On s'est retrouvés à INET, on a rencontré cette fois-ci les concepteurs d'Internet. Windsurf, tous ces gens-là, on les a rencontrés. Et ils nous ont posé les bases du développement en disant attention, c'est un truc qui doit être démocratique, collectif, non gouvernemental. Ouvert à tous. Ouvert à tous. Donc, fort de cette affaire, en 92, on est venu, on a dit non, il faut qu'on s'organise. Et c'est là qu'on a commencé à s'organiser à travers le chapitre ISOC et tout ça. Et vous avez été le premier président de l'ISOC? À la création, j'ai été le premier président parce qu'il y avait, en fait, on était plusieurs, mais les autres avaient chacun une casquette qu'il fallait préserver. Olivier Sagnan travaillait à ce moment-là à l'USAID. D'accord. Et c'est lui qui a financé les premières réunions. Mohamed Diop, qui est connu comme étant on oublie souvent de dire qu'il était aussi un des pères de l'Internet au Sénégal. Mohamed Diop, qui est un Mouri. Je l'ai vu sur la photo. Le responsable de Khewel lui, travaillait pour la Sonatel et c'est lui qui a conçu le premier réseau TCP/IP. Ah ouais, quand même. Maïmouna Diop, qui est aussi sur la photo, qui est la seule femme, était ingénieur à la Sonatel et travaillait dans le système réseau aussi. Et implémentait le premier réseau. Maïmouna Diop est une ingénieure de la deuxième promotion. De l'ESP, du département informatique. C'est un très bon moyen de rendre à son pays, à son école. Voilà. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et qu'on était là au moment où, comme je disais l'autre, on était là au moment où il fallait. Et peut-être qu'on a eu le courage d'affronter les gens. Et pour une petite anecdote, il y a eu dans les années 96, donc nous on était en train de nous bagarrer pour que l'État puisse mettre, donc que la Sonatel déjà développe le réseau IP, parce que sans le réseau IP, pas, de toute façon ça ne allait servir à rien. Donc grâce à Mohamed Diop et d'autres personnes de la Sonatel qui ont travaillé dessus, on a pu avancer sur ce projet. D'accord. D'accord. Et il fallait maintenant avoir une connexion pour le pays. Alors il y a eu deux choses. Il y a eu un forum afro-américain à l'époque qui se tenait à Dakar, au CICES. Et piloté par un ministre, Idrissa Seck. Que nous connaissons tous aussi. D'accord. Qui lui a dit OK, qui était un businessman très chevronné, et je crois quand même pour ça, il faut lui reconnaître, c'était quelqu'un qui avait une vision de développement qui était relativement truc, a fait venir ces gens et a amené une liaison test de la connectivité Internet qu'on a pu tester à ce moment-là au CICES. D'accord. Parallèlement, nous étions en train de nous bagarrer pour avoir ça. On était en train de travailler avec la Sonatel. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, peut-être peu de gens le savent. On a fait un mémorandum qu'on a envoyé au président Abdou Diouf, qui était à l'époque président du Sénégal. Et on lui a dit, Monsieur le Président, voici ce que vous avez vu là, ce qu'on a présenté. Nous, on se bagarre. Actuellement, le Mali là, mais ça a été donné par les Américains. Nous, on considère que ce n'est pas aux Américains de nous donner. Notre Sonatel a les moyens de le faire. On a fait un mémorandum, on lui a dit, il faut que vous preniez tout votre poids pour que l'année prochaine, on ait des trucs.
Et si vous regardez le discours de fin d'année de 96 du président de la République, à l'époque, il dit l'Internet sera là l'année prochaine au Sénégal. Oui. Et en février 97, la Sonatel a monté son antenne satellite et a offert l'Internet au Sénégal. Et la première liaison spécialisée, c'était au département informatique de l'ESP. D'accord. Alors, il y a un degré d'initiative, un degré de oser faire ça, par exemple, aller jusqu'au président pour lui écrire un mémorandum parce que nous voulons quelque chose et nous ne voulons pas que ce soit les Américains qui nous donnent ça. Tout à fait. Comment est-ce qu'on pourrait avoir d'autres profils comme vous? Vous avez parlé de vous, de M. Tidiane Seck, de Souleymane Seck, de toutes ces personnes en fait qui ont été des précurseurs. Comment est-ce que l'ESP pourrait former d'autres profils comme ça? Qu'est-ce qui manque? Mais je pense qu'on la forme. On en forme. Mais les gens sont trop formatés. C'est-à-dire, je crois que derrière, tout le monde reste dans sa zone de confort et ne veut pas en sortir. Nous n'avions pas de zone de confort en fait. D'accord. Je vous rappelle que moi j'étais électricien, j'ai fait électronique automatique et puis je me retrouve informaticien. J'ai même appris à faire des MCD, modèles conceptuels de données. Alors, j'ai jamais appris l'informatique théorique. Moi je connais. Donc nous on sortait de nos zones de confort. Quand on était dans ça, on faisait de la politique. Mais on n'appelait pas ça de la politique. Nous on faisait de l'activité. On avait besoin de ça. On s'est dit, mais si on en a besoin, on va demander à qui peut nous le fournir. C'est vrai. Donc je pense que derrière, on a trop tendance à vouloir s'enfermer. Il faut oser. Moi, je préfère qu'on me dise non. Et je sais que j'ai raté quelque chose, que de dire je n'ai pas essayé. C'est vrai. Il faut essayer pour dire est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Moi, je pense que tout le monde a ses capacités. C'est vrai. Mais maintenant, il faut sortir de la zone de confort et dire, bon, si on a besoin de quelque chose, mais allons vers la personne qui est capable de nous l'offrir, posons-lui le problème. S'il nous dit, je vous suis, tant mieux, j'ai réussi. S'il me dit, je ne suis pas, je regarde en quoi, parce qu'il va me dire, pour telle et telle raison, je ne vous suis pas, je comprendrai qu'est-ce qu'il attend. Et je saurai. C'est pour ça que je dis que les échecs ne sont que les voies vers la réussite. Nous, avant d'arriver à ça, quand même, on s'est pris des tartes. Hein. Ah oui. Ça, je vous dis tout de suite. C'est-à-dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. D'accord. Hein? Tu veux des anecdotes? Il y a des anecdotes. L'erreur, par exemple, qui vous a le plus appris. Qu'est-ce qui vous a le plus appris? Hein? Quelles sont les erreurs que vous avez eues? Genre des choses qui ne se sont pas passées comme vous le voulez, mais vous avez eu à apprendre des leçons de ça, par exemple. Par exemple, on était tellement imbus de nous-mêmes, peut-être, et de notre capacité à être justement les gestionnaires, etc., qu'à un moment donné, on a oublié que nous représentions un État. D'accord. C'est vrai que le président a fait, c'était une initiative continue, et on a vu, peut-être à un moment donné, on a voulu être peut-être un peu trop gourmand. C'est-à-dire un peu plus dire, c'est notre affaire à nous. Ça nous est arrivé. Je vois. Et quand on a le réveil, une petite anecdote nous a fait nous réveiller en disant, mais attends, il y a un problème, il faut qu'on soit plus intelligent que ça. À un moment donné, la présidence de la République a envoyé quelqu'un dans notre bureau en disant, vous êtes viré. Ah oui. Je me rappelle toujours cette anecdote, parce que la personne, je ne dirais pas qui, ni comment, ni quand, parce que sinon on pourrait se tuer les personnalités, est venu dans mon bureau, il était amené par les autres collègues, il me dit, bonjour, M. Corentin, oui, voilà, ma carte, je suis de la présidence de la République, très haut placé, cabinet, je suis envoyé par le président de la République, je ne dirais pas lequel. Vous savez que le point SN, c'est sénégalais. Oui. Hein? Alors vous, là, il faut que vous quittiez parce que un étranger ne peut pas gérer le point SN. D'accord. Comment ça s'est passé? La suite, comment vous avez rebondi de ça? Je suis content de tout. En Wolof. Ne ko su fekkee ne yaa ma gën a nekk sénégalais. Hein? Oui. Dig ma ko woon tey fii ak léegi. Ah oui, on a très bon Wolof en plus. Parce que je m'appelle Corentin, je ne suis pas sénégalais. C'est quoi cette histoire-là? Jean Collin est un Sénégalais. Oui. Christian Valentin est un Sénégalais. Oui. Qui était des députés maires et tout. Alex Corentin, c'est un Sénégalais. Le nom ne fait pas forcément l'étranger. Donc on a dit, mais on a un problème. C'est-à-dire, et moi, ce que j'ai appris ça, c'est que je me suis dit, en fait, c'est bien de faire, mais il faut qu'on sorte de notre sphère et qu'on se fasse connaître.
C'est-à-dire qu'on forme, qu'on participe au débat, que l'on apporte des idées, même si on ne veut pas faire de la politique, ce qui permet aux gens de mieux nous connaître. Et ça, c'est ce qu'on a appris, c'est que c'est bien de faire et d'être spécialisé dans son domaine, mais je crois qu'il est mieux de le faire savoir aussi. C'est vrai. Et moi, ce que j'ai appris de ça, c'est de cette petite anecdote, c'était là qu'on a commencé vraiment à dire, il nous faut un livre, il nous faut communiquer, il nous faut dire aux gens ce qui se passe, faire comprendre qui est qui aussi. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce que moi, pendant plusieurs années, je vous dis, même à l'ESP, quand je venais donner mes cours, il y a des gens qui pensaient que Corentin, c'est un entier qui est... Il n'est pas sénégalais. Qui n'est pas sénégalais. Alors que moi, je suis rentré à l'école, je dis ça toujours aux gens, je suis rentré au CI à Mbacké. Oui. C'est à Mbacké que je suis rentré à l'école. Donc... un parcours totalement sénégalais jusqu'au doctorat, revenir pour être pionnier quand même de voilà, Sénégal. Mais derrière, vous avez ça, on a ce problème aussi de mindset de nos gens, c'est-à-dire que derrière, aujourd'hui on sent moins parce qu'aujourd'hui on est un peu plus inclusif, mais je pense que dans notre société, à l'époque, c'était beaucoup plus dur, et c'est ça qui nous a fait peut-être nous ouvrir un peu plus aux gens, avoir plus de collaboration, travailler collectif. Je reviens encore à cet aspect. Collectif. ISOC a pu réussir parce qu'on a travaillé collectif. On était quand même, à la création d'ISOC, on était 40. Parce que là, vous n'avez que le noyau dur. Mais quand on a créé, on était 40 personnes de tout horizon. D'accord. Architectes, ingénieurs, tous qui étaient membres fondateurs de ISOC. D'accord. Alors, vous avez parlé d'être un collectif, sortir de sa zone de confort. Si on revient un peu à l'ESP contemporain, croyez-vous qu'il manque quoi en fait pour ces alumni en fait de contribuer maintenant au développement du Sénégal? Moi je pense qu'il faut que, pour moi, et j'en ai discuté un peu la dernière fois un peu avec les autorités de l'ESP, moi je me pense qu'aujourd'hui, vu le contexte actuel, l'ESP doit plus s'ouvrir, même dans les formations. C'est-à-dire travailler non pas seulement à former, mais à récupérer les problématiques qui viennent de l'extérieur pour les traiter en interne. D'accord. Les problématiques qui peuvent nous concerner. Qui nous concernent. Parce qu'en fait, nous, on forme des gens pour la société. C'est vrai. C'est vrai. D'accord? Et moi, je pense que le service à la communauté qu'on pourrait apporter, c'est de ne pas attendre que les problèmes soient posés ou bien que les gens soient recrutés, mais que, par exemple, les alumni, les étudiants, peuvent très bien, au cours de leur cursus, soit en troisième année ou un truc, troisième année, par exemple, au moment du stage, mais prendre un sujet social et aller le traiter. Oui, ça serait bénéfique. Que ce soit obligatoirement un sujet économique ou bien un sujet donné par une entreprise. C'est vrai. Il y a des problématiques qu'il y a aujourd'hui qu'il faut mettre en place. Et c'est le fait de s'ouvrir, ce que j'appelle ouverture à la communauté, mais aussi que simplement aussi les étudiants sortent. C'est-à-dire qu'on puisse leur faire de plus en plus de visites de terrain. Moi, je verrais bien les ingénieurs informatiques, on amènerait par exemple à Fongolémi pour leur dire, mais écoutez, dans votre cas, de votre compétence, etc., comment vous pensez pouvoir impacter ici? Comment? C'est vrai. Parce que vous allez automatiquement voir, mais je peux impacter où? La technologie que j'apporte, comment je peux la mettre en œuvre là? Parce qu'elle n'y est pas. Oui, tout à fait. Le monde rural, comment je peux impacter le monde rural? Je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui, on est resté très longtemps dans un cadre universitaire, il faut qu'on s'ouvre beaucoup plus. Donc, on parle beaucoup de adéquation, formation, emploi. Ça, c'est vrai, parce que les entreprises ont besoin. Ça commence à fonctionner, je pense, un peu mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on oublie que le vivier, ce n'est pas seulement les entreprises. C'est les étudiants aussi. Les étudiants aussi sont des créateurs d'entreprises. Oui, tout à fait. Donc, comment les amener aussi à aller vers ces problèmes? Donc, pour moi, c'est une question d'ouverture, tout simplement. Oui. Et nous constatons aussi que le gouvernement sénégalais, par exemple, a pas mal de stratégies en ce moment, stratégie IA, stratégie numérique et tout ça. Il serait peut-être opportun de voir comment ces stratégies, comment les étudiants, les alumni peuvent faire des choses qui vont matcher à ces stratégies aussi, j'imagine. Oui, mais je pense qu'il y a déjà un chantier qui est intéressant. Ces stratégies existent, on discutait tout à l'heure en off, mais si ces stratégies existent, il faut qu'elles soient déclinées en activité. Oui. Si on regarde bien,
on ne voit pas, je ne sais pas si vous avez vu ces documents, mais moi, je voulais voir que ce soit décliné en activité. Une fois que ce sera décliné en activité, il faut le décliner en plan d'action. Si on fait le décliner, il faut le décliner en projet réel. C'est vrai. Alors, moi, je me dis, voilà ce qu'on pourrait faire d'intéressant. D'accord. Au lieu de matcher un truc, c'est de tirer de ça. Des actions concrètes. Dire, OK, l'État a dit, ça c'est un volet sur lequel je veux que ça se développe. Oui. Mais moi, je vais tout de suite dire, mais voilà l'activité que moi je vais mener. Ne pas attendre qu'on me dise, je vais financer telle activité. Oui. Voilà quelle action je vais faire et voilà quel projet je vais proposer et dire aux gens, je vais les voir. Et les gars, dans votre truc, voici ce que vous aviez demandé. Voici moi un projet qui colle à 100% et qui match. Et je ne vais pas regarder qu'on me dise. C'est ça, on est un peu attentiste aujourd'hui. Les gens disent, mais attends, on attend l'appel à projet. Non. Tout à fait. Il faut qu'on fasse de l'autodéclaratif. Ça permet de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, avoir le courage de dire aux gens, oui, d'accord, vous avez bien dit ça, mais voilà moi comment je pense. Ouais. Je pense qu'il y a des choses, vraiment sérieusement, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Par exemple, le New Deal technologique, il concerne beaucoup l'informatique, mais on pourrait demander, mettre ça à tous les ingénieurs en informatique du Sénégal, de l'ESP, et dire, écoutez, les gars, voici ce qui nous propose l'État, qui est une vision. C'est vrai. De cette vision, il faut tirer un plan d'action. Quelles sont les activités qu'on peut mener? Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher? Il ne faut pas laisser à l'État Et faire décliner ça. En collectif, avec plusieurs Parce que disciplines. pour moi, ceux qui déclinent ça dans l'État, ce sont des fonctionnaires. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont en but avec le terrain? Est-ce qu'ils font partie des jeunes qui recherchent des emplois, qui connaissent les difficultés qu'ils ont pour trouver un emploi et qui vont trouver des solutions qui les aident à résoudre ça? C'est vrai. Tout à fait. Ce serait un bon moyen de montrer ce qu'on sait faire et aussi s'allier avec d'autres du même domaine. Par prendre d'autres de différents départements pour vraiment construire quelque chose. Être une force de proposition plutôt que d'attendre qu'on fasse des propositions. C'est vrai. Après, pour moi, s'il y a quelque chose qui peut être un frein un peu aussi à ça, c'est le fait que beaucoup de ces gens qui peuvent avoir ces compétences, des fois, ils préfèrent voyager. D'après moi, ce n'est pas quelque chose auquel on peut lutter. On ne peut pas lutter contre ça. Mais comment est-ce qu'on peut transformer cette fuite en circulation des cerveaux et que ça ne soit pas un choix binaire, partir ou rester? Alors, moi, je ne dirais pas fuite. Je ne dirais pas fuite. Je vais dire que les gens sont partis, ils sont mis, d'une certaine manière, ils prennent des risques. Ouais. Parce que s'ils partent, c'est qu'ils prennent des risques. Mais derrière, ils vont fait. à la recherche de quelque chose que nécessairement on ne leur offre pas. C'est vrai. Donc ce n'est pas une fuite, c'est des gens qui ont une ambition. Et je pense que ce n'est pas perdu. Parce que ces gens vont acquérir de nouvelles compétences, une expérience, une expertise qui peut-être va la valoriser. Il ne faut pas les lâcher. À mon avis, il ne faut pas les lâcher. La fuite des cerveaux. Mais c'est parce que les conditions, nous, avant, à l'époque, à l'université, il n'y avait pas, dans les années 80, 90, certains de mes collègues pourront vous le dire, on avait des enseignants qui venaient être recrutés. Ils faisaient leur thèse et ils repartaient en France. Pourquoi? Parce qu'ils étaient recrutés tout de suite. Tout à fait. D'autres venaient et disent, OK, moi j'ai fait une thèse, par exemple, sur le génie biomédical. D'accord. Sur les ondes ultrasonores. Toujours différent. Et la cardiologie. Hein? C'est ça que j'ai fait. Donc il fallait des équipements pour pouvoir faire ça. Mais quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas assez d'équipements. Traitement d'image numérique, je ne connaissais pas. J'étais un des premiers à faire le traitement d'image numérique. Mais certains de mes collègues, à l'époque, ils ont dit, mais je veux continuer mes travaux de recherche, je n'ai pas l'environnement, mais je retourne. C'est vrai. Parce que là-bas, je vais trouver l'environnement qui me permet d'évoluer et de progresser et de proposer dans ce que j'aime et ce que je veux faire. C'est vrai, tout à fait. Donc pour moi, il n'y a pas de fuite de cerveau. Il y a des gens qui sont partis de manière ponctuelle parce qu'ils ont accéléré. Maintenant, il faut trouver les moyens de leur dire qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre pays. Vous avez une expérience, une expertise. Il y en a beaucoup qui sont revenus. Ou bien qui reviennent de manière ponctuelle, mais qui s'aperçoivent que jusqu'à présent, les conditions ne sont pas réunies. C'est vrai, tout à fait. Ils ne trouvent pas le socle sur lequel ils peuvent s'appuyer pour
continuer à avoir, parce qu'ils disent, bon, moi j'en connais, vous le savez, vous tous, vous êtes tous conscients de ça. Il y a combien d'immigrés qui essaient d'investir dans leur pays et on les truande. On en voit tout le temps dans Ils mettent plein d'argent parce qu'ils ont l'espoir de réaliser quelque chose ici. Ils rentrent déçus. Et ils rentrent déçus parce que tout l'argent qu'ils ont injecté, etc., pour avoir soit un immeuble, une maison, ou bien même créer une petite structure, société, les gens ont dilapidé leur fonds. Et les gens retournent en disant, mais moi, je suis désespéré de mon pays. C'est vrai, on en voit tous les jours. Donc ça veut dire que pour moi, c'est un mindset, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille plutôt sur le Sénégalais, pour que le Sénégalais comprenne que ces gens-là qui sont à l'extérieur sont capables de nous aider, mais il faut qu'on mette en place les conditions pour qu'ils puissent nous aider de manière concrète. Et que chacun, c'est du win-win. C'est vrai, parce qu'on part souvent parce qu'on est à la recherche d'opportunités. Voilà. Donc, si on retrouve ça dans notre propre pays... Moi, je connais plein de jeunes, mais mes enfants, moi j'ai mes enfants qui veulent rentrer. Ils se disent, moi si je trouve une opportunité qui me permet de me réaliser, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas venir. Mais j'ai peur. Parce que quand je trouve une opportunité, le temps que je la mette en place pour me permettre de m'accueillir, il y a des gens qui ont scié la branche sur laquelle je voulais m'asseoir. Tout à fait. Ça, c'est une réalité que vous vivez. C'est une réalité que j'ai vécue personnellement. Non, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des choses, mais ce n'est pas des fuites de cerveau. Pour moi, c'est des gens qui peuvent et continueront à participer. Mais je crois que tant que l'environnement ne sera pas conforme à leurs attentes, ils auront des difficultés à s'exprimer. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Et si l'environnement devient conforme, on peut travailler tous individuellement ou collectivement à créer cet environnement. On n'a pas besoin de l'État pour ça. Moi, je dis toujours aux gens, arrêtez de dire l'État n'a pas. Nous avons la possibilité de mettre en place des structures qui permettent justement à ceux qui sont ici de donner les garanties à ceux qui sont à l'extérieur que, leur argent est bien géré de manière transparente, que leurs projets sont bien suivis. Un cabinet peut très bien dire, OK, confirme-moi ton projet, de A à Z, je te le suis et je te fais une remontée tous les jours et je te fais... C'est des projets que je vois souvent, des gens de l'extérieur qui proposent des plateformes pour suivi des gens, comme vous l'avez dit, qui veulent construire quelque chose ici, mais qui n'ont pas ce suivi de où va leur argent, en fait. Voilà. C'est des choses qui commencent à sortir. Parce qu'il faut avoir la confiance. Ce n'est pas seulement faire la plateforme. Il faut mettre les hommes aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, il y ait des hommes dignes de confiance qui comprennent qu'ils vont peut-être souffrir au départ, mais c'est le prix à gagner pour que les autres puissent dire... C'est vrai que la nature a horreur du vide, donc il y en aura 10 qui vont le proposer, mais à terme, il faut qu'il en reste un. Tout à fait. Un champion sur lequel les gens disent je mets 10 millions tout de suite parce que je suis sûr que mes 10 millions vont à la bonne place. Et je ne parle pas seulement de bâtiments, mais je parle dans tous les projets possibles. Aujourd'hui, des business angels, pour moi, tous les immigrés sont des business angels potentiels. C'est vrai, c'est vrai. Parce que s'il y a des idées qui peuvent être développées, par exemple, d'une entreprise, d'une start-up, etc., pour moi, on peut demander à toute cette communauté extérieure, qui s'est externalisée, à dire, vous pouvez accompagner tel projet. Et les gens, ils disent, oui, effectivement, on voit de très beaux projets. Mais qu'est-ce qui les freine? La confiance. La confiance. La confiance, c'est toujours la confiance. Alors, c'est un domaine sur lequel il faudra vraiment remanier, je dirais. Professeur, notre interview approche un peu à sa fin, mais s'il y a une chose dont j'aimerais parler, c'est que par exemple, le réseau des alumni de l'ESP a du potentiel, mais on voit aussi que par exemple, beaucoup de réseaux d'alumni africains, des fois, ils stagnent. Comment est-ce que vous voyez que le réseau, comment est-ce que vous croyez que ce réseau peut évoluer, que ce soit du mentoring, des plaidoyers, des mémorandums, par exemple, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je parle de mon expérience dans le milieu associatif, parce que je crois qu'un réseau des alumni, ce n'est rien d'autre qu'une structure associative comme il en soit. Donc, le réseau des alumni, j'ai trouvé quelques failles. Vous savez, j'ai été, je crois, un des premiers à lancer le réseau des alumni. Je crois que c'était Daouda Diaw m'avait pris comme mentor pour lancer l'appel au réseau des alumni à l'époque. D'accord. J'avais dit, c'est une très bonne idée. Et je pense que derrière, on a cette communauté qui existe. C'est-à-dire tous ceux qui connaissent toi, ta promotion, je suis sûr que tu gardes des liens. Toujours. Vous savez que moi, j'ai encore
des liens très forts avec ma promotion de 1979, DUT. Ah oui. Et qu'on a fêté nos 40 ans de DUT en revenant tous ensemble au département génie électrique pour revisiter les lieux où on avait appris. Et jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui, je peux vous les passer au téléphone. D'accord. Vous avez votre propre réseau d'alumni. C'est-à-dire les 10 de l'ESP, on est qu'à 30 maintenant, de ceux de 1979 qui sont sortants avec le DUT, Oui, on est toujours ensemble. C'est une force. tout à fait. Parce que certains d'entre nous sont devenus des pontes. Tout à fait. Hein? Tout à fait, oui. Donc, ça veut dire que derrière, il y a un collectif qui existe. Ouais. Maintenant, le collectif, il faut savoir que les gens adhèrent à un collectif à condition de gagner quelque chose. Quelle est la chaîne de valeur que vous donnez à être alumni? D'accord. Moi, je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Quelle chaîne de valeur le réseau peut proposer? Voilà, parce que moi, je vais adhérer, mais je n'adhère pas pour rien. J'adhère parce que je veux gagner quelque chose. Qu'est-ce que je veux gagner? Qu'est-ce que je peux gagner? Je peux gagner du lobbying. Oui. Je peux gagner une espèce... Moi, quand je regarde, par exemple, l'association des AET, des anciens enfants de troupe, Oui. ils gagnent. Oui. Parce que quand un est chef d'entreprise, il va prendre un AET, puis il va prendre autrement. Donc, ça veut dire que derrière, ça pousse à l'emploi. Il y a toujours cette communication interne entre eux qui garde. Voilà. Les anciens de l'EPT, École Polytechnique de Pareillement. Thiès, c'est pareil. Pareillement. Tout à fait. Ils sont très collectifs, mais aussi quand il y a un potentiel emploi qui existe, ça je vous le dis, et c'est vrai, vous pouvez le contrôler, le vérifier, ils vont d'abord vers leur communauté. Et ils servent leur communauté. Tout à fait. Donc, tous les autres qui sont membres vont adhérer à ça. Comment mettre ça en place au sein Du de réseau. l'ESP? Et comment est-ce que le professeur Alex Corentin, en tant qu'alumni, mentor et avec tous les titres que vous avez, comment est-ce que vous pouvez aussi aider le réseau? Alors moi, je pense qu'il y a une chose simple qu'on peut faire. Parce que la communauté existe, mais elle n'est pas encore agrégée. D'accord. J'avais proposé à l'époque au comité de faire une recherche des personnes disparues. Ok. C'est-à-dire, moi, je verrais bien que j'aille dans le réseau des alumni, j'adhère, Oui. je mets promotion 79, je vois la liste des gens, et si possible, où est-ce qu'ils sont? Tout à fait. À moins de les Tout à fait. contacter. Ça fait partie des chantiers actuels du réseau. Moi, je pense que ça, premièrement, les données, elles existent, elles sont à l'ESP. Moi, j'ai retrouvé les photos de 1979, parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle des... Chacun devait remettre une photo. Tout à fait. Il y avait des kaléidoscopes d'étudiants. Et on avait, tu voyais, tous les étudiants. Ça, je l'ai pris, je l'ai scanné et je l'ai dans mon truc de 79. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé quelqu'un. J'ai retrouvé les gens. Mais je pense que moi, j'adhérerais si derrière, je sais que je suis sorti en 2001, mais je ne sais plus où sont mes collègues. Ou bien j'avais quelqu'un en gestion que j'aimais bien, mais j'ai perdu de vue. Tout à fait. Est-ce que le réseau me permet de le retrouver? Tout à fait. Ça fait partie des initiatives actuelles. Collecter les données des anciens de l'ESP en ce moment. Non, même pas. Il faut aller plus loin. Il faut Où dire. ils sont, ce qu'ils font. Moi, je dis aux gens, je prends la liste, demandez, ne mettez pas les informations personnelles, mais vous pouvez mettre Tout à fait. la liste des noms et prénoms Oui. de toutes les promotions qui sont sorties. Nom, prénom, de toutes les promotions qui sont sorties. Même pas la date de naissance. Tout à fait. Vous voyez, génie informatique, 2001. Voici les étudiants qui sont sortis. Tout Et à donner fait. la possibilité à De recherche, oui. un membre du réseau, Du réseau, oui. de dire, ah, celui-là, je peux donner des informations supplémentaires sur lui. Voici son email, voici son téléphone, voici sa position actuelle. Tout à fait. Tout à fait. Que le réseau puisse à ce moment-là contacter pour lui dire, hé, toi, on t'a retrouvé, viens adhérer. Ça facilite les choses. Tu augmentes ta communauté, Oui, oui. mais les gens gagnent quelque chose. Tout à fait. Ça, il ne faut pas être... faut faire du push. Du moins, à mon avis,
Ça, j'ai toujours dit, moi j'aimerais bien revoir les gens que, quand on est sorti en 79, il y avait des gens en génie chimique que je connaissais, je ne sais plus où ils sont. Je sais que Kodoué est là, mais j'avais des gens en génie mécanique aussi, qu'on était bons potes, par exemple, parce qu'on faisait du handball ensemble, mais je ne sais plus où ils sont. Des gens avec qui on jouait au foot ou au damier, ou bien on avait la même petite copine, ou bien on avait la même petite copine à l'époque et on se bagarrait sur ça. Non, mais c'est vrai que c'est des faits de vie. Tout à fait, d'accord avec vous, tout à fait. Et je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir aider les gens déjà à créer cette communauté. Moi, une fois qu'on la crée, la dynamique va s'installer. Alors, c'est des notes que nous prenons et... Voilà, moi je pense que quand les gens gagnent quelque chose, je gagne, et insister sur le fait, vous allez retrouver vos... Et quand j'adhère, à condition que je gagne. Tout à fait. Et une fois que je gagne déjà ce petit aspect-là, l'autre après, on dira, ok, maintenant les gars, on peut créer une dynamique. Cette dynamique, ça va être une entraide, un appui, ou bien à la limite même, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer des business angels, un fonds de dotation du RAES, dans lequel les gens vont mettre de l'argent et mettre un comité de sélection des projets sur lesquels le RAES peut investir, avoir un retour sur investissement. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est des idées quand même. Parce que là, vous allez donner en fait derrière plus de confiance. Parce qu'ils diront, ah, ceux qui ont créé ça, on les connaît, on a vécu ensemble, on a étudié ensemble, je peux confier à Mamadou mes 10 millions. Il ne va pas partir avec. Parce que j'ai confiance en lui, on a vécu, on a une histoire ensemble, je peux lui confier mes 10 millions, parce que son projet m'intéresse, ou bien il a un projet, il connaît les gens qui ont un projet intéressant. Tout à fait. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut que, moi à mon avis, c'est sur ça qu'il faut aller, parce que je pense que c'est là qu'on devra aller. C'est là que, de toute façon, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, le développement des technologies, les problématiques liées au développement, à l'accès aux ressources naturelles, aux problématiques sociales, environnementales, d'accord, à la création d'une économie numérique réelle, qui non seulement du moins polarise au Sénégal, mais en plus polarise toute la sous-région. Polarise toute la sous-région, il y a tout le marché de l'UEMOA, il y a tout le marché de la CEDEAO, il y a le marché africain. Tout à fait. Et je sais, je connais pas mal de jeunes Sénégalais qui sont en train de faire des miracles en Côte d'Ivoire. On en parle beaucoup, mais ils sont là. Ils sont là. On en voit dans les réseaux. Ils sont dans les réseaux. Donc je dis, mais ces gens-là, on a la capacité, mais il faut qu'on apprenne aussi à jouer collectif. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de se disperser. On voit plein de petites structures qui émergent, mais je pense que si collectivement ces structures se mettaient ensemble, avec un objectif, chacun dans son domaine de spécialité, tout à fait. Et allez, on pourra arriver à quelque chose de joli. Mais je pense qu'il y a des projets structurants que vous pouvez mettre en place au sein du réseau et qui permettent réellement d'atteindre des objectifs. C'est des notes. C'est sur cette note que nous allons finir. Mais avant de finir, une toute dernière question, professeur. Est-ce qu'il y aurait un alumni que vous souhaiteriez voir dans ce podcast? Oui, bon, je pense très fortement à des gens qui m'ont marqué peut-être par leur truc, c'est dommage, mais je pense que des gens comme, surtout dans le secteur de gestion, des gens comme Aïni Nafal, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Une fois, oui. Qui réellement a développé tout le département marketing au niveau de l'ESP, a fait un travail extraordinaire. Donc je pense que derrière, en fait je vais toujours aller vers les enseignants parce que c'est une déformation professionnelle. Les premiers alumni c'était les enseignants, hein, parce que les enseignants ils sortaient, ils revenaient, ils continuaient. Donc je pense que là-dedans il y a des gens qui vraiment valent le coup. Mais il y a aussi des personnalités, peut-être avec un peu de recul, il y a quand même des gens... En fait, il faut donner des gens qui sont aéroïcailles, comme dit en Wolof. Il faut qu'on puisse... que ce soit représentatif de ce qu'on est. Hein? De là où on va aller aussi. De là où on va aller. Je pense qu'il faut regarder aussi s'il n'y a pas un entrepreneur. Moi, je pense à Québec. Avec Tolby, qui a quand même réussi quelque chose d'extraordinaire, hein, à partir
Et ces gens-là sont des porteurs d'espoir Tout à fait, tout à fait. à toute une génération et aux jeunes. Parce que j'ai vu la discussion avec la dernière fois. Est-ce que les étudiants actuels, ils sont tous des potentiels alumni. Oui, oui. Mais ils ont besoin d'espoir pour adhérer. Tout à fait, tout à fait. Et cet espoir-là peut être donné justement par les modèles que l'on peut en fait, leur donner. Des inspirations que nous pouvons les offrir. Et il faut que ce soit dans tous les départements. Il faut trouver un modèle là. Peut-être moi, je pense, je suis représentatif des anciens du département informatique. Je pense qu'il faut trouver un ancien du département génie mécanique, génie chimique. Il y a Kodou. C'est ma copine, donc je veux bien que vous la gardez. Hein? Et donc, si on prend les 6 départements, on fait pour les 6 anciens les alumni. Oui. Je pense que, et puis on monte, et puis ce sera intéressant. Tout à fait. Mais ne pas rester quand même IT. Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est d'aller vers d'autres domaines, d'autres représentations qui ne sont pas forcément informatiques. Et nous n'y manquerons pas. Merci pour cet échange, professeur. Merci à vous. Ça a été un plaisir. J'espère que je n'ai pas dit toute bêtise. Vous nous avez transmis énormément d'informations en peu de temps. Et malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là, même si nous aurions aimé continuer à discuter avec vous. Alors, ce que nous retiendrons de cet échange avec le professeur Corentin, c'est qu'un parcours professionnel ne se construit pas que sur des compétences techniques, mais aussi un réseau collectif, sortir de sa zone de confort et aller vers l'inconnu. Alors, vous avez su rester fidèle à vos principes, à votre vision, à qui vous êtes. Donc, à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, que vous soyez étudiants, alumni confirmés ou nouveaux alumni, nous avons tous un héritage que nous portons et cela dépend de nous, en fait, de rester fidèles à cet héritage et de travailler à améliorer les choses. Alors, merci de nous avoir écoutés, merci de nous regarder et nous ne manquerons pas de revenir avec d'autres personnes qui pourront nous partager énormément d'informations comme le professeur Alex Corentin l'a fait aujourd'hui et nous vous remercions d'avoir été avec nous pour ce tout premier numéro d'Alumni du mois. Merci à vous. Merci, professeur.